Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Mais on souhaitait juste commencer en faisant une petite introduction sur euh, nos réflexions récentes sur les liens entre la finance décentralisée et la responsabilité, donc la responsabilité logiquement des porteurs de projets et des personnes qui sont impliquées euh, dans les projets DeFi. C'est évidemment des questions qui ont vocation à se multiplier et ça peut intéresser beaucoup de porteurs de projets et également les régulateurs. Euh, donc le rappel a été fait juste avant, on ne va pas revenir dessus. Il y a clairement derrière les projets DeFi un objectif de création de produits financiers de manière désintermédiée. Et lorsque ces produits sont fournis par des entreprises traditionnelles dans le monde, on va dire centralisé, ils sont évidemment soumis à la réglementation. Donc qu'on parle de banques, de PSI, de plateformes de négociation, tous ces services sont bien réglementés. Or, les services qui sont fournis dans la DeFi reproduisent, en tout cas au niveau des effets et au niveau un peu du principe, des services similaires, mais sans avoir l'intention à aucun moment de se mettre en conformité avec la réglementation. Et c'est assez logique parce que, par définition, une mise en conformité avec la réglementation n'est pas compatible avec la manière dont ces projets fonctionnent. Par exemple, si on voulait appliquer de la KYC sur les protocoles de finance décentralisée, il faudrait filtrer et identifier les utilisateurs, donc les personnes qui interagissent avec les smart contracts. Or, par principe, ce ne sont pas des personnes qui interagissent avec les smart contracts, ce sont des adresses qui sont pseudonymes. Donc il faudrait aller voir qui se trouve derrière ces adresses pseudonymes, ce qui est très peu pratique. De la même manière, utiliser des clauses contractuelles type, ce qui est souvent une obligation pour les professionnels réglementés du monde traditionnel, comment on pourrait mettre en œuvre une telle obligation étant donné qu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat entre les porteurs des projets de finances décentralisées et les personnes qui s'en servent. Éventuellement, on pourrait mettre des mises en garde à l'intérieur du code des smart contracts, dès lors qu'on peut, dans les codes informatiques, rajouter des informations textuelles qui ne sont pas des informations qui sont lues par, par les machines. On peut également envisager d'avoir des mises en garde et de l'obligation d'information, euh, par exemple au niveau des sites qui servent à présenter les projets. Donc on peut envisager une certaine forme de mise en œuvre de la réglementation par les projets de finances décentralisées, mais globalement ce n'est pas du tout adapté. Donc il y a une question qu'on se pose avec Uber et que beaucoup de clients qui travaillent sur des projets de finances décentralisées nous posent, et que sûrement les régulateurs se posent aussi, c'est euh, est-ce que les projets de finances décentralisées sont tenus de respecter la réglementation, et si oui, comment? Donc là, il y a trois arguments, enfin, trois catégories de réponses qui viennent à l'esprit assez vite et sur lesquelles je vais dire quelques mots avant de passer la parole à Hubert. Le premier argument qu'on entend très régulièrement, c'est que si le protocole est décentralisé, par définition, on ne peut pas identifier les personnes qui sont responsables. Malheureusement, cet argument il est très léger et probablement complètement inadapté, parce qu'en pratique, la quasi-totalité de ces projets sont portés ou bien par des associations ou par des fondations, mais beaucoup plus souvent en fait par des sociétés qui sont immatriculées dans des juridictions tout à fait classiques, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Uniswap, Compound et plusieurs autres sont gérés par des sociétés qui sont des LLC ou des corporation tout à fait classique, et même AV, bon, je ne sais pas si Marc souhaite en parler ou prend le temps d'en parler, mais AAV est géré par une ou plusieurs sociétés immatriculées au Royaume-Uni, et ce qui est très intéressant, c'est que l'une d'entre elles a obtenu un agrément d'établissement de monnaie électronique au Royaume-Uni. Donc évidemment, ils ne pourront pas le passeporter après le Brexit, mais c'est quand même très intéressant de voir le lien entre les deux. Et ensuite, même si le projet n'était pas porté par une société ou une association, très souvent, les personnes qui sont à l'origine de ces projets, ou bien qui ont été les fondateurs, ou bien qui sont les principaux porte-parole, représentants et, on va dire, business développeurs, elles sont souvent identifiables, notamment sur les réseaux sociaux. Par exemple, on sait que Marc travaille sur AV, c'est une autorité publique et il ne s'en cache pas. Et en pratique, les projets DeFi qui sont portés par des personnes qui sont réellement anonymes sont très rares. Bon, il y en a quelques-uns. SushiSwap, par exemple, avait été créé par une personne qui était, je crois, restée anonyme, mais a été repris ensuite par des personnes qui sont plus connues. Et je crois, par exemple, il me semble que c'est Curve qui est peut-être le moins transparent de tous les projets. On ne sait pas vraiment, en allant voir le site, qui est réellement derrière.
mais très souvent quand même, bon, en creusant un peu, on finit par savoir quelles personnes physiques sont à l'origine de ces projets. En plus de ça, évidemment, on peut dire que ce sont des smart contracts qui sont déployés sur des blockchains, mais en fait, en pratique, ils sont toujours vulgarisés par un site qui va servir un peu de présentation promotionnelle, qui va fournir des explications techniques aux personnes qui veulent se servir du projet. Souvent, ces sites contiennent également une interface qui permet d'interagir de manière un peu plus facile avec les smart contracts sans avoir à être uniquement au niveau mettons par exemple du wallet Ethereum. Par exemple, sur Aave, on peut interagir avec les smart contracts en passant par le site de Aave. Évidemment, un site est enregistré au nom d'une personne ou d'une société, donc on peut savoir en passant par le site qui est réellement à l'origine du projet. Donc c'est une autre manière de repérer les personnes qui sont responsables. Et dans certains cas, on l'a évoqué rapidement avant, on voit même apparaître des dépôts de copyright sur le code des smart contracts qui sont déployés. Par exemple, la dernière version d'Uniswap a fait l'objet d'un copyright, qui n'est pas un copyright purement open source. Donc évidemment, l'objectif, c'est de ne pas se faire forquer et pas se faire copier comme ça a déjà été le cas avec SushiSwap et PancakeSwap. C'est une vraie mode pour rappeler des projets de noms alimentaires. Et on n'en parle pas ici, mais c'est un sujet très important. La consultation en cours du GAFI pour mettre à jour ses recommandations sur les actifs virtuels présente diverses techniques permettant d'identifier les personnes qui sont à l'origine des projets de finances décentralisées de manière à pouvoir ensuite leur appliquer la réglementation. Et parmi les techniques que le GAFI suggère aux autorités nationales d'utiliser, il y a notamment, il parle très clairement d'aller voir les réseaux sociaux, d'aller voir les sites. Il parle également de web scraping, c'est-à-dire en gros de faire tourner des robots sur Internet pour faire des connexions entre des adresses blockchain et des personnes qui, par exemple, posteraient un message en disant voilà mon adresse si vous voulez m'envoyer un pourboire, ou voilà mon adresse si vous voulez interagir avec moi. Et le GAFI propose même d'utiliser de la délation, carrément, en disant n'hésitez pas à ouvrir des canaux de communication pour que les personnes qui savent qui est à l'origine de ces projets puissent vous le dire. Donc purement et simplement de la délation. Le deuxième argument, ce serait que la réglementation a été conçue pour être appliquée à des personnes ou à des sociétés qui fournissent un service de manière centralisée, qu'elle ne serait donc pas applicable à la finance décentralisée. Et là, la réponse, c'est que pour l'instant, en tout cas, les textes ne font pas la distinction, ce qui est logique parce qu'ils ont été créés bien avant que ces problématiques apparaissent. Il y a quand même une notion qui est très importante, qui est souvent centrale dans les textes réglementaires, c'est le fait de fournir une activité à titre professionnel. Par exemple, si je prête de l'argent à un ami, je ne fais pas une opération qui est réglementée parce que je le fais à titre exceptionnel et je n'ai pas vocation à le refaire. Mais par contre, le fait est que de nombreux projets DeFi sont bien déployés avec un objectif commercial. Ou bien que l'objectif commercial tienne à la collecte des fees qui seront payées par les personnes qui utiliseront les smart contracts, ou bien que l'objectif commercial tienne à l'émission, à la détention de tokens de gouvernance qui vont prendre de la valeur s'il y a beaucoup d'utilisateurs sur le projet. Donc là, très logiquement, on peut très bien avoir une situation où une société ne va pas nécessairement collecter des fees, mais va être détentrice majoritaire d'un token de gouvernance, et de cette manière-là, sera complètement bénéficiaire au niveau économique de la réussite du projet. Et le troisième argument, qui probablement est celui qui est le plus important et le plus raisonnable, c'est qu'en fait, même si on pouvait considérer au niveau juridique que la réglementation est applicable au projet de finances décentralisées, elle n'est pas applicable en pratique. Elle n'est pas applicable en pratique parce que ces projets, par définition, sont d'accès libre. Toute personne peut interagir avec ces projets, la seule condition étant d'avoir une adresse blockchain et un accès à Internet. Donc si on rajoute une couche d'intermédiation obligatoire pour contrôler les services qui sont fournis au grand public, en fait on condamne pratiquement tous ces projets à l'échec. Par exemple, en théorie, alors c'est ma compréhension du fonctionnement de la blockchain Ethereum, c'est peut-être pas très pertinent, mais j'ai quand même l'impression qu'il est théoriquement possible de créer des mécanismes de KYC qui seraient par exemple du whitelisting préalable d'adresses qui seraient autorisés à interagir avec, mettons, un smart contract.
qui fournirait un service qui serait qualifié de réglementé. Et on pourrait dire, seules les adresses qui ont été whitelistées par la société à l'origine du projet ont le droit d'interagir. Et donc de cette manière-là, on pourrait considérer qu'on respecte à peu près la réglementation. Et évidemment, c'est inadapté. C'est inadapté parce que si on fait ça, les utilisateurs simplement cesseront d'utiliser le projet concerné et le projet sera rapidement copié et déployé de manière offshore dans une juridiction un peu moins regardante et les utilisateurs iront simplement là où l'utilisation est la plus efficace et là où il y a le moins de friction. Donc, on est sur Internet, il y a donc une concurrence qui est absolue. C'est difficile de contrôler le déploiement de projets similaires voire identiques. Donc, en conclusion, c'est la pure prospective, et Hubert en reparlera, et on vous en reparlera sûrement dans les questions un peu plus tard. Le sentiment qu'on a, c'est qu'on est face à une logique fondamentalement différente et qu'on aurait quand même envie de la laisser se développer avant d'essayer d'éventuellement imaginer une réglementation qui serait vraiment adaptée plutôt que d'y appliquer dès à présent une réglementation qui n'est pas adaptée. Parce que si on fait ça, on risque de tuer dans l'œuf un grand nombre de projets et en plus de ça, on va nuire à la capacité d'individus de posséder cette souveraineté financière et de pouvoir se servir de leurs avoirs, notamment de leurs avoirs en crypto-monnaie, de la manière qu'ils préfèrent. Et parce que toute cette réglementation, en particulier la réglementation LCBFT, a été conçue autour de la logique de contrôler les intermédiaires et non pas les acteurs. Or, dans des projets de finances décentralisées, par définition, il n'y a pas d'intermédiaire, en tout cas pas d'intermédiaire constitué sous la forme de société vraiment centralisée. Et derrière ça, c'est la dernière observation, et je pense que c'est quand même très intéressant et assez amusant. Il y a une crainte existentielle des régulateurs qu'on retrouve textuellement dans la consultation du GAFI. Alors, je ne vais pas vous lire la phrase en anglais, mais je vais vous la traduire, la traduire brièvement. Le GAFI est en train de se dire que si les protocoles de finances décentralisées arrivent un jour à maturité, ils permettront la réalisation de transactions en peer-to-peer qui pourraient, littéralement, faire imaginer un futur sans intermédiaire financier, ce qui potentiellement remettrait en cause l'efficacité même des recommandations du GAFI. Et les recommandations du GAFI, c'est concrètement la réglementation anti-blanchiment internationale. Voilà. Donc la crainte existentielle, elle est là et elle est compréhensible, mais est-ce pour autant qu'il faut tuer dans l'œuf tout un système aussi intéressant et aussi fascinant? Probablement pas, mais je vous laisserai en discuter. Et je vais tout de suite passer la parole à Hubert et je vais devoir malheureusement vous laisser. Pour la bonne cause, Victor. Merci. Merci, Victor. Merci, à tout à l'heure. Ce qui est vraiment important, et Victor a insisté là-dessus, et je pense que Marc le fera comme Christophe l'a fait, il faut vraiment que les participants comprennent bien, la finance décentralisée, elle porte bien son nom, décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiation. Et c'est pour ça que d'avoir terminé la petite présentation orale de Victor sur cette lecture en français de cette phrase du GAFI est clé pour la compréhension de tous les sujets juridiques et réglementaires qui se posent. C'est-à-dire que dans le monde de la finance, on réglemente les acteurs, ceux qui font une activité d'intermédiation, et on réglemente relativement peu les utilisateurs eux-mêmes. Et c'est ce principe même ici qui est au cœur de la finance décentralisée, puisque comme vous l'avez compris par ce que nous a dit tout à l'heure Christophe et ce que nous dira, j'imagine, tout à l'heure Marc, ici on a un capitalisme sans capitaux. On a un capitalisme sans capital. On a un capitalisme sans société. C'est le rêve des libertariens en quelque sorte, puisqu'on a un capitalisme dans lequel la valeur, elle est détenue par une communauté à travers, je vais y revenir, ces tokens de gouvernance qui permettent de produire différentes activités qui, dans le monde de la finance ordinaire, sont régulées. Donc, il y a deux manières d'aborder sous l'angle juridique pour compléter ce qu'a dit Victor. Je passerai quelques slides à la fin sur des questions de qualification juridique. Il y a deux manières d'aborder le sujet. C'est est-ce que je peux identifier qui est derrière la finance décentralisée et donc lui appliquer du coup une réglementation LCBFT ou autre en tant que
émetteurs de tokens. Et puis, à côté, en parallèle, derrière, et ça peut s'additionner, est-ce que les activités proposées par ce token s'assimilent à des activités financières qui, elles, sont régulées, dans ce cas-là, peuvent être rattrapées par la régulation. Alors, ce qui est important, c'est comme souvent, c'est aux États-Unis que ça se passe, et ici, ce qu'il faut aller, c'est écouter ce que dit la SEC et ce que dit FinCEN pour l'essentiel. Donc SEC côté valeur mobilière, FinCEN côté blanchiment. Il y avait une présentation qui a été faite à Los Angeles à la fin de l'année dernière, à laquelle participait l'une des commissaires de la SEC, qui est Hester Pierce. Et Hester Pierce, elle est intervenue sur notamment les sujets Uniswap et SushiSwap et la question des tokens de gouvernance. Donc, forcément, poser la question à un régulateur, sa réponse est de dire, et c'est ce qu'elle dit, nous n'intervenons pas pour l'instant, nous considérons et nous regardons ce qui se passe et que la réglementation et la jurisprudence, j'y reviendrai, permettent de rattraper ou d'attraper un certain nombre de projets, mais je vous lis en anglais, people should come and talk to the SEC about how they intend to distribute tokens. Claire, pour l'instant, ils sont un peu comme nous, ou comme vous, ici, autour de cette table, si je puis dire. Ils écoutent, ils voient, et puis quand des choses qu'ils ne trouvent pas très normales, ils tapent. Mais pour l'instant, ils ne régulent pas. Hein. Vous avez bien vu, d'ailleurs, dans tous les sujets de ICO, comment c'est passé aux États-Unis, ça c'est plus fait par des sanctions et des non-action letters, ou parfois des guidelines qui ont été issus par la SEC, que par une réglementation en dur, contrairement à ce qu'on a fait nous, dans la loi Pacte, et voir ce qu'on va faire dans le projet de règlement européen MiCA. Donc, dans cette conférence qui était très intéressante, la question qui se posait, c'était autour des tokens de gouvernance. Des tokens de gouvernance, dans la mesure, il s'agissait de savoir, est-ce que ce sont des securities? Est-ce que ce sont fondamentalement des instruments qui tombent sous la réglementation de la SEC? Vous savez que c'est le sujet absolument central aux États-Unis pour tout ce qui touche autour des tokens, qu'on les appelle utility tokens, qu'on les appelle ce qu'on veut, etc. Est-ce qu'à la fin, ils tombent dans le test Howey, dans le test de la Cour suprême américaine, qui fait office ici de droit positif et qui permettent de qualifier ou non comme un instrument financier, comme une valeur mobilière, plus exactement, un token. C'est la même question qui se pose pour les tokens de gouvernance. Là-dessus, je ne vous redonne pas toutes les références, mais quand vous lisez des documents émis récemment par la SEC dans des communiqués de presse ou des déclarations de commissaires de la SEC, à chaque fois, ils font référence à ce test Howey, à cette qualification possible des tests des tokens de gouvernance. On donne, mais ma foi, un token de gouvernance, dans la mesure où il remplit les 5 critères du test Howey, il pourra donc être qualifié en tant que tel de valeur mobilière. Donc, première question, c'est qu'est-ce que sont ces tokens de gouvernance? Avant même de savoir qui les émet, hein, qui est la question suivante, c'est qu'est-ce que c'est? Et donc ici, c'est bien ce que nous dit la SEC. Elle nous dit il faut aller voir au cas par cas les caractéristiques des tokens de gouvernance et vérifier s'ils tombent sous le coup de la réglementation de la Securities Law. C'est la même approche que devrait faire tout régulateur et que fait tout régulateur en France comme en Europe. Est-ce qu'un token de gouvernance répond chez nous soit à la notion d'instrument financier et de valeur mobilière, hein, soit à la qualification de crypto-actif qui, dans ce cas-là, pour un crypto-actif, peut faire l'objet, et non pas doit, faire l'objet en tant qu'émetteur d'un visa par l'AMF. Donc, première question, c'est la qualification du token de gouvernance qui est loin d'être évidente, puisque, comme vous le savez, ces tokens de gouvernance, finalement, ils permettent de faire modifier le projet en fonction des détenteurs de ces tokens, lesquels détenteurs, encore une fois, ne sont identifiés, entre guillemets, que via leur adresse, et non pas de manière nominative. La question précédente ou suivante, enfin, en tous les cas, la question qu'on se pose, si j'identifie un token de gouvernance comme étant un token qui répond à une qualification juridique, laquelle nécessite la mise en place d'une réglementation, aux États-Unis, la loi sur les titres, chez nous peut-être aussi la réglementation autour des instruments financiers ou celle sur les cryptoactifs, se pose la question, mais qui émet ce token de gouvernance? Et ici, Victor l'a bien vu, nous, dans nos discussions avec des clients,
on le voit bien, ils nous disent, mais est-ce que je dois monter une société, une association, une fondation? Et en fait, les réponses sont souvent différentes devant les profils des clients qu'on a en face de nous. Ceux qui viennent du monde de la finance, c'est mon cas, ont plutôt tendance à se dire, on va créer une structure, ce moins c'est clair et net, et c'est elle qui va empocher finalement les droits, les revenus liés aux tokens de gouvernance, qui sont pour l'essentiel des revenus liés aux commissions, comme Christophe l'a bien dit tout à l'heure. Puis bien sûr, bien souvent, cette société, elle va essayer de garder le contrôle du token de gouvernance. Donc, elle s'identifie comme l'émetteur du token de gouvernance. Elle s'identifie aussi clairement comme l'entité qui contrôle finalement la finance décentralisée. Donc, elle est moyennement décentralisée. La fondation a perdu un peu de son aura pour tout un tas de raisons, y compris en Suisse. Donc, on passe plutôt par des systèmes d'association qui conduisent derrière à des potentielles requalifications fiscales. Donc, c'est pas la panacée. En fait, on voit d'autres catégories d'acteurs qui sont plutôt des gens qui viennent du monde de la technologie, de l'informatique et d'une manière générale, pas du monde de la finance, et qui ne sont pas du tout habitués à cette, d'une part, à la réglementation, à son mode de fonctionnement, et qui, pour eux, créer une société, ma foi, non, on va créer des vrais tokens de gouvernance où on n'a que des adresses. On pourra éventuellement identifier, comme le disait tout à l'heure Victor, un individu derrière cette adresse, mais ma foi, non. On est vraiment dans la logique des décentralisations et peut-être un peu jusqu'au bout libertarienne, dire chacun qui détient ce token de gouvernance va toucher les revenus issus des tokens de gouvernance sans qu'on ait besoin de structurer tout ceci. Donc on voit des projets quand même assez différents qui, je ne voudrais pas en tirer une règle générale, mais qui finalement, en fonction des profils et des formations, plutôt que des profils d'expérience des individus, est plutôt sur une forme sociétale ou pas. La forme sociétale, elle ne dénature pas totalement la finance centralisée, puisque à la fin, c'est l'utilisateur quand même qui a ici son rôle important dans le service que rend le token, que rend Uniswap, SushiSwap ou autre, ou toutes ces plateformes, c'est-à-dire des services qui ressemblent, qui s'assemblent à des activités financières. Et ici se pose du coup l'autre question. Beaucoup de ces produits, je vais maintenant partager enfin, j'allais dire, quelques slides, voilà. Toc. Voilà, donc il y a plein de choses qui ont été dites, donc je vais y passer. Enfin, la question qui se pose, c'est de savoir comment qualifier juridiquement certaines activités qui sont proposées par ces plateformes décentralisées, qui dans le monde de la finance, clairement, sont qualifiables d'activités d'investissement ou de banque ou autre. Vous verrez que dans cette présentation, pour être tout à fait honnête, c'est une présentation qu'on a faite avec Victor dans le cadre de la BCE. Donc, c'était un peu la même idée, mais on était parti vraiment... donc, on retrouve beaucoup de choses qu'a dit Christophe, donc je passe dessus. Notamment le point central, hein, qui est les liquidity providers et la manière dont le prix est déterminé dans une finance centralisée. On n'est pas habitué à ça quand on vient du monde de la finance traditionnelle, c'est encore une fois mon cas, on n'est pas du tout habitué, il n'y a pas de carnet d'ordre. Hein, donc la manière dont le prix fonctionne est clé pour comprendre derrière le business model. Bref, ce qu'on veut dire, voilà, c'est qu'on voit quoi on voit des contrats de futur, des dérivés, on va dire, des opérations, on a parlé un peu de prêts et des opérations de dépôt. On a bien expliqué tout à l'heure qu'attention, derrière ces mots, on est dans le monde de la finance, c'est pas Madame Bichu, on fait pas du crédit consommation ou du crédit immobilier. Ça n'empêche, il y a bien quelque part des activités qui sont proches de ce qu'on trouve dans le monde de la finance. On a pris ici les exemples de synthétique token avec les pancake swap qu'on trouve chez Binance, qui sont très intéressants parce que finalement, ce sont des mix de produits classiques et qui permettent, alors vous voyez d'ailleurs l'usage des mots, hein, on parle de pancake qui est loin du monde de la finance, mais derrière c'est quand même très pensé finance et on retrouve ici des options vanille avec des contrats futurs qui fondamentalement sont une combinaison de ces pancakes. Alors, d'ailleurs, les mots, parfois, il faut faire attention parce que nous, juristes, on aime bien
comment dire, utiliser les bons mots, et on parle souvent de perpetual futures contracts ou perpetual swap. Alors, perpétuel, pour un juriste, c'est un peu compliqué, et swap, on sait ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un perpetual swap? En fait, c'est pas un perpetual swap, au sens financier du mot. C'est plutôt quelque chose qui ressemblerait à un CFD, un Contract for Difference, sans échéance, avec un rollover permanent, en quelque sorte. Et donc, ces instruments qui sont très utilisés, la question qu'on se pose, mais pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, si ce sont des instruments financiers qui sont proposés par une plateforme, bah, elle en fait une activité professionnelle. Donc, cette plateforme doit être régulée comme un intermédiaire financier. Mais justement, dans la DeFi, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, qui va-t-on réguler dans ce cas-là? Bon, on peut identifier l'émetteur de tokens de gouvernance, mais le token de gouvernance, c'est pas lui qui fait les opérations, comme nous l'a justement très bien montré Christophe. Tout ceci, justement, le token de gouvernance, il est là pour, j'allais dire, dessiner les modifications du protocole de base, mais les opérations ne sont pas initiées par un intermédiaire qui s'interpose ou qui met en relation un acheteur ou un vendeur. Dans le monde de la finance, comme vous le savez, il y a deux types d'intervention d'un intermédiaire. Soit il agit au titre d'un juriste, appelle un contrat d'intermédiaire, hein, un mandat, une commission, un courtage, il met en rapport deux personnes, soit il agit pour son propre compte, il fait de la contrepartie, market making, il met son bilan en face, les achats et les ventes. Dans les deux cas, il fait de l'intermédiation, soit sur son bilan, soit sans son bilan, mais il fait de l'intermédiation. Ici, la plateforme Uniswap ou SushiSwap ou autres ne font pas de l'intermédiation. Ce n'est pas elles qui prennent des positions en rapprochant ou face au client. Donc, ces contrats, ces perpetual swaps, pour prendre cet exemple-là, qui sont utilisés par les acteurs, très bien, mais si je veux les réguler, je vais réguler qui? Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, le défi pour les régulateurs, c'est que toute notre réglementation depuis je ne sais pas quand, enfin depuis très longtemps, est assise sur l'intermédiation. Et s'il n'y a pas d'intermédiaire, imaginons plutôt Uniswap, c'est un prestataire d'une technologie qui met à disposition des utilisateurs un protocole qui permet des échanges financiers. Est-ce que c'est pour autant, ça le transforme pour autant comme intermédiaire financier? C'est toute la question du défi des régulateurs. Je passe sur le détail qu'on avait vu, mais ici, on va retrouver la même chose pour les dépôts, par exemple. Excusez-moi, effectivement, que le truc est en anglais, comme on l'avait fait pour le BCE, mis en anglais. Donc, on trouve des dépôts. Alors, des dépôts de quoi? Bon, si c'est du dépôt de fiat, d'argent, j'allais dire de monnaie légale, la question est assez simple. Vous connaissez tous mieux que quiconque au sein de la CPR et au-delà les règles du règlement européen et de l'EBA en matière de définition d'un dépôt ne peut être fait que par un établissement de crédit, donc régulé. Et souvent, ces dépôts, ils sont faits via justement des stablecoins et pas en fiat. Et donc la question, on en revient ici sur la qualification cette fois-ci des stablecoins. Un dépôt de stablecoin peut-il être assimilé à un dépôt au sens de la réglementation bancaire? Dans l'état actuel de la réglementation, il est assez probable, en tous les cas mon analyse, on ne va pas assez bien de se prononcer parce que ça sera sans doute compliqué pour elle, mais mon analyse c'est que c'est plutôt non. Je ne dis pas que c'est non catégorique, je dis que c'est plutôt non, pour une raison assez simple, c'est que, sauf à considérer les stablecoins comme de la monnaie légale, ce qui serait paradoxal, eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas un dépôt de fonds reçus du public. Bon, ça peut se discuter, mais on voit bien que toute cette réglementation n'a pas été pensée. Alors on peut essayer après de raccrocher quelque chose, mais ça n'a pas été pensé pour. Donc le dépôt, que ce soit en collatéral ou que ce soit dépôt pour être rémunéré comme un actif auprès de ces plateformes centralisées ou décentralisées pour le coup, hein, centralisées ou décentralisées, les dépôts de stablecoin posent la question de savoir s'il s'agit de dépôts au sens de la loi bancaire. Je reviens de dire ce qu'on a dit ici, mais on voit que au niveau européen, il y a une tendance lourde avec les projets MiCA de réguler et de réglementer les stablecoins qui permettrait de faire rentrer ces instruments
du coup, sous le contrôle de la supervision bancaire. Je note que pour l'instant, les États-Unis, y compris la Fed, sont plutôt silencieuses sur ce sujet. Hein, donc c'est assez intéressant de voir, et je ne porte pas de jugement, la différence d'approche de régulation entre les États-Unis et l'Europe sur ces questions de stablecoin, alors même que l'essentiel des stablecoins émis, comme l'a redit Christophe tout à l'heure, c'est des stablecoins plutôt sur dollar plutôt que sur euro. Hein. Donc première question, hein, première question qu'on peut, il y en a plusieurs, mais les dépôts sont-ils des dépôts au sens bancaire? Deuxième question, les dérivés dont on parle, les produits dérivés dont on parle, je donne l'exemple des perpetual swaps, est-ce que, alors je ne vais pas rentrer dans l'analyse juridique précise qui est sous les yeux, mais est-ce qu'ils sont assimilés à ce qu'on entend comme instrument financier à terme par la directive MIF et plus globalement par les réglementations nationales. Donc ici, on a le cadre réglementaire dans lequel ça a été pensé fait encore une fois qu'on a l'instrument, on peut rentrer dans la définition, encore une fois, je dis que pour moi, un perpétuel swap tel qu'on le trouve sur les pancakes de Binance, par exemple, ça me semble plus proche d'un CFD, lequel est assimilé à un instrument financier à terme. Toute la question est d'accord, mais qui propose le service? C'est pas tant de savoir que je qualifie le produit, c'est après de savoir qui propose le service. Or, encore une fois, il n'y a pas d'intermédiaire. On a parlé beaucoup de la réglementation sur le blanchiment, qui est un vrai sujet. C'est-à-dire que le dernier papier du GAFI est passionnant là-dessus, absolument passionnant. Et la phrase qu'il fallait vraiment lire, celle qu'a lu Victor, c'est celle qui pose tout le défi aujourd'hui de la réglementation, puisque, comme vous le savez mieux que quiconque aussi, c'est par la réglementation de la lutte contre le blanchiment que le monde des cryptoactifs se trouve régulé. C'est après qu'est intervenue la réglementation de la SEC via le test Huawei ou chez nous en France avec la loi Pacte, etc. Au départ, on commence par la réglementation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et là, on a un sujet par rapport à l'identification justement des adresses. Et du coup, vous avez peut-être souvenir, on en reparlera peut-être tout à l'heure, des longues discussions qu'il y a pu y avoir autour de la règle de voyage, la Traveling Rule, sur lequel le GAFI, a proposé donc la mise en place de cette Traveling Rule dans les différentes juridictions. Et la question est comment on fait, puisqu'on ne peut pas justement toujours identifier derrière les adresses des individus. Pardon. Donc, le temps passe, on est allé un peu, comment dire, on s'est dit avec Victor qu'on vous referait peut-être une présentation dans un deuxième temps, non pas à l'oral, mais on vous ferait suivre quelque chose de plus, de plus organisé que ce qu'on a dit oralement là. Mais voilà, c'est pour résumer, est-ce que j'ai un intermédiaire en face de moi? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je lui applique comme réglementation? Et une fois que j'ai un intermédiaire en face de moi, les produits que propose cette plateforme rentrent-ils dans une des définitions actuelles? Et aujourd'hui, la réponse est plutôt non dans les deux cas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire, mais ça veut dire que, je ne dis pas qu'il y a un trou dans la réglementation, mais qu'il y a clairement un espace dans lequel il est difficile, surtout pour ceux qui viennent, comme moi, du monde de la finance et qui veulent être carrés et qui mettent en place, comment dire, des projets de finances décentralisées pures, entre guillemets, c'est comment bien appliquer une réglementation qui n'est pas du tout adaptée. L'idée n'est pas ici comment j'échappe à la réglementation. Il y a toute une partie de gens qui sont comme ça, hein, faut être clair. Non, nous, en tout cas, nos clients, moi je suis plutôt comme ça, c'est on veut être nickel, mais on ne peut pas être nickel parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est un peu le mot de la fin. Avant les questions, Christophe, si ça te va. Merci beaucoup, Hubert. Très, très intéressant. Mais écoutez, je vous propose qu'on... Alors, il y a quelques questions peut-être qui concernent au niveau régulation. Puis après, sinon, on parlera avec Marc. Quelle est la réaction de la banque classique concernant la régulation à laquelle elle est soumise versus aucune réglementation de la nouvelle monnaie? Ouais.
Écoute, Euh, si tu veux répondre. Oui, bon, d'une manière générale, c'est pas qu'en France, la banque classique, elle a une approche qui est de dire, comme les régulateurs d'ailleurs, même activité, même règles, même régulation. Donc, ceux qui font comme nous doivent être traités comme nous, autrement dit. C'était déjà le discours au niveau des fintechs, c'est le nouveau discours au niveau du monde des cryptos, sauf que justement, ceux qui font comme nous doivent être traités comme nous, mais c'est qui le nous? Puisque, bon, donc, le grand sujet de la banque traditionnelle, il est double. Il est d'une part puisqu'il y a quand même à des moments des transferts crypto-fiat, donc de s'assurer que tout ce monde-là respecte les règles contre le blanchiment. Et on vient de voir, c'est pas évident dans la pure DeFi, mais ne serait-ce qu'en France, maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui demandent à être régulés comme SAN, et puis demain avec le régime européen. Donc ça va permettre une plus grande fluidité entre le monde traditionnel et ce monde de la finance. Maintenant, le défi, et quand vous allez creuser un petit peu dans ces Uniswap, SushiSwap ou même chez Binance, moi j'ai été creuser le fond, j'allais dire, du site web de Binance, mais on peut acheter de l'action Amazon sans avoir action d'Amazon, si vous voulez. Tous les métiers de la banque traditionnelle se trouvent aujourd'hui sur ces plateformes. Alors, pas pour Madame Bichu, hein, mais en clair, c'est un véritable défi d'activité qui est en train d'arriver. Et vous avez vu, et je terminerai par là, mais tout le monde en a entendu parler, hein, la prévalorisation de Coinbase à 100 milliards de dollars, c'est plus que la valorisation de toutes nos banques françaises. La capitalisation boursière de nos banques françaises est inférieure à la valorisation de Coinbase, qui est elle-même plus petite que Binance. Donc ça vous donne une idée de ces nouveaux acteurs qui maintenant pèsent lourd en termes de capitalisation et surtout qui ont des activités clairement sous une forme différente, proposent des activités traditionnelles de la banque, des produits d'épargne, des produits de crédit, des produits de trading, mais sous une forme différente. Donc, il y a véritablement un défi.